47 esclaves furent témoins de ce qui se produisit dans le champ de coton ce matin-là de septembre 1851. Pourtant, pas un seul témoignage ne fut jamais consigné dans les archives officielles du comté de Warren, dans le Mississippi. Ce qu'ils virent, sous le soleil impitoyable, serait chuchoté dans les quartiers des esclaves pendant des générations, transmis à travers des chants spirituels codés et des avertissements murmurés, se terminant toujours de la même manière. Le sang d'un homme blanc s'infiltrant dans la terre du Mississippi, et un ouvrier agricole albinos qui disparaissait tout simplement. Les registres de la plantation indiquent que la mort fut une exsanguination accidentelle. Mais les notes du coroner du comté, scellées pendant 73 ans, racontent une toute autre histoire. Des historiens locaux ont tenté d'expliquer les contradictions dans les preuves, l'impossible chronologie des événements et les marques étranges retrouvées gravées dans l'égreneuse à coton ce matin-là. Mais quelque chose de bien plus sombre qu'un simple meurtre s'est produit sur la plantation Rutledge. Quelque chose qui poussa 47 personnes à accepter, sans qu'un seul mot ne soit échangé, d'emporter un secret dans leur tombe. Avant de poursuivre l'histoire de Caleb et des champs de coton imbibés de sang de la plantation Rutledge, je veux vous poser une question. Cette chaîne existe pour vous raconter les histoires les plus sombres et les plus dérangeantes du passé caché de l'Amérique, celles qui ont été délibérément enterrées, celles qui remettent en cause tout ce que nous croyons savoir de l'histoire. Si ce genre de récit vous fascine, si vous voulez entendre davantage de secrets qui n'auraient jamais dû être révélés, abonnez-vous dès maintenant. Et je suis curieux. D'où nous écoutez-vous? Indiquez votre état ou votre ville dans les commentaires. Voyons combien d'entre vous ont le courage d'admettre qu'ils écoutent cela seuls, la nuit. Car ce qui s'est réellement passé sur cette plantation impliquait une planification minutieuse, des savoirs interdits venus des Caraïbes, et une forme de vengeance si méthodique et calculée qu'il faudrait des décennies à la médecine légale moderne pour comprendre comment elle fut accomplie. La chose à propos du Mississippi en 1851, c'est que tout le monde tenait des registres. Les propriétaires de plantations documentaient tout avec une précision méticuleuse. Chaque balle de coton, chaque esclave acheté, chaque boisseau de maïs récolté. C'était une société bâtie sur des livres de comptes et des manifestes, sur l'arithmétique glaciale de la souffrance humaine traduite en marge bénéficiaire. Ce qui rend ce qui arriva à la plantation Rutledge encore plus troublant, car pendant 3 semaines en septembre de cette année-là, les registres s'arrêtent net. Aucun poids de coton, aucun registre disciplinaire, aucun appel du matin. Seulement des pages blanches, là où une comptabilité rigoureuse aurait dû se trouver, comme si quelqu'un avait délibérément effacé ces semaines de l'histoire. La plantation Rutledge s'étendait sur 1100 acres de riches terres du delta, située à 7 miles au sud-est de Vicksburg, là où la rivière Yazoo se courbe comme une colonne vertébrale brisée. Le sol y était si sombre et fertile qu'il semblait presque noir lorsqu'il était humide, le genre de terre capable de faire pousser le coton jusqu'à la hauteur des épaules d'un homme. Des cyprès bordèrent la rivière, leurs racines dressées hors de l'eau comme d'antiques sentinelles. Et dans l'immobilité humide de la fin de l'été, l'air était si épais qu'on aurait pu le mâcher. Nathaniel Rutledge avait hérité de la propriété de son père en 1847, avec 63 esclaves et une réputation d'efficacité brutale. C'était un homme maigre, aux yeux pâles qui semblait regarder à travers les gens plutôt que les regarder. Il dirigeait sa plantation avec le calcul froid de quelqu'un qui considérait les êtres humains comme de simples machines, nécessitant parfois de l'entretien. Les esclaves de la plantation Rutledge travaillaient plus longtemps que la plupart de ceux du comté de Warren, et le contremaître, un Géorgien au cou épais nommé Virgil Pence, faisait régner la discipline à l'aide d'un fouet de cuir tressé qu'il avait baptisé « Salut ». La maison de plantation se dressait sur une légère élévation dominant les champs, une bâtisse à 2 étages aux colonnes blanches et à la véranda enveloppante, où Rutledge s'asseyait le soir, buvant du bourbon et regardant le soleil se coucher sur le coton qui ferait sa richesse. Sa femme était morte en couche 3 ans plus tôt, et leur fils, un garçon pâle et maladif nommé Thomas, était élevé par une esclave de maison appelée Patience, qui avait perdu son propre enfant la même semaine que la mort de l'épouse de Rutledge. Parmi les 63 âmes qui travaillaient dans ces champs, il y en avait une qui se distinguait d'une manière qui mettait mal à l'aise même les autres esclaves. Son nom dans les registres était simplement Caleb, acheté à un planteur ruiné de Natchez durant l'été 1848, pour le prix inhabituellement bas de $300. La raison de cette remise était immédiatement évidente. Caleb
était albinos. Sa peau était aussi pâle que celle d'un homme blanc, ses cheveux de la couleur de la fibre de coton et ses yeux d'un rose saisissant qui semblait luire sous certains éclairages. Il avait 24 ans, était grand et puissamment bâti. Mais cette peau blanche le marquait comme autre, comme anormal, comme quelque chose existant entre deux mondes. Dans les quartiers des esclaves, on l'appelait le fantôme, à cause de son apparence et parce qu'il se déplaçait dans un silence inquiétant, apparaissant et disparaissant sans bruit. Certains disaient que sa mère avait été maudite. D'autres prétendaient qu'il était touché par les esprits. Mais la vérité, comme le savaient plusieurs des esclaves les plus âgés, était plus pratique et bien plus terrifiante. La mère de Caleb avait été guérisseuse en Haïti avant d'être capturée et amenée en Louisiane. Elle avait enseigné à son fils tout ce qu'elle savait sur les plantes, les poisons, le corps humain et la manière de le manipuler par une application soigneuse de connaissances que les médecins blancs rejetaient comme de la superstition. Caleb parlait rarement. Il travaillait au champ avec une intensité méthodique, ne se plaignant jamais, ne ralentissant jamais, ses yeux étranges fixés sur un point lointain que lui seul semblait voir. Les autres esclaves l'évitaient, non pas par peur exactement, mais parce qu'ils reconnaissaient en lui quelque chose de profondément dérangeant, une patience qui semblait infinie, une immobilité qui suggérait des pensées circulant sous la surface comme des courants dans des eaux profondes. L'été 1851 avait été particulièrement brutal. La chaleur écrasait comme un poids physique, et l'humidité était si épaisse que les vêtements ne séchaient jamais complètement. En août, 3 esclaves s'étaient effondrés d'épuisement dû à la chaleur, et l'un d'eux, un vieil homme nommé Marcus, était mort face contre terre dans les rangs de coton, les doigts encore crispés autour du sac à moitié rempli qu'il traînait derrière lui. Rutledge fit retirer le corps avant le coucher du soleil et réduisit les rations de chaque esclave d'un quart, affirmant que la mort de Marcus lui avait coûté de précieuses heures de travail en pleine saison de récolte. C'est dans cette atmosphère de désespoir épuisé que les gens commencèrent à remarquer des changements dans leur environnement, bien qu'à l'époque, personne ne les reliât à Caleb. L'eau du puits prit un goût légèrement amer, pas assez cependant pour qu'on refuse de la boire sous cette chaleur oppressante. Plusieurs chiens de la plantation moururent soudainement, écumant de la bouche, et Pence mit cela sur le compte de la rage, bien qu'aucun autre animal de la région ne montre de signes de la maladie. Les insectes semblaient plus nombreux que d'habitude, en particulier les mouches et les moustiques, et plusieurs esclaves développèrent des éruptions cutanées que le médecin de la plantation attribua à la chaleur et au manque d'hygiène. Rutledge lui-même commença à se plaindre de maux de tête au début du mois d'août. Il devint plus irritable que d'ordinaire, plus prompt à la colère, plus violent dans ses punitions. Patience, qui lui apportait ses repas, remarqua qu'il mangeait moins, que ses mains tremblaient parfois lorsqu'il levait son verre de bourbon et qu'il pouvait rester assis des heures sur la véranda à fixer le vide. Elle en parla à Isaiah, l'un des ouvriers des champs, présent sur la plantation depuis plus longtemps que quiconque. Isaiah répondit quelque chose qui la glaça. Le maître est en train d'être préparé. Quelqu'un le prépare. Caleb travaillait cet été-là dans la section du champ la plus proche de la maison, assez près pour observer les habitudes de Rutledge. Quand il prenait ses repas, quand il buvait son bourbon, quand il se rendait aux latrines derrière le bâtiment principal. Plusieurs esclaves rapportèrent plus tard que Caleb collectait certaines choses. Des plantes spécifiques dans les bois, de l'écorce d'arbres précis, des racines qu'il faisait sécher au soleil avant de les réduire en poudre. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait simplement qu'il préparait un remède pour ses articulations, douloureuses à cause du travail. Mais Isaiah savait mieux. Sa grand-mère venait des îles et lui avait appris à reconnaître les signes de ce qu'elle appelait le « travail lent ». L'application prudente et méthodique de substances naturelles capables d'altérer la chimie du corps sur la durée, d'affaiblir une personne, de la rendre vulnérable à des affections qui paraîtraient naturelles à n'importe quel médecin. Isaiah se souvenait de sa grand-mère disant que les meilleurs poisons étaient ceux qui tuaient si lentement que la victime ne soupçonnait jamais avoir été empoisonnée, laissant le corps dans un état imitant la maladie naturelle. Dans la nuit du 7 septembre, un ouvrier agricole nommé Samuel affirma avoir suivi Caleb dans les bois au-delà des champs de coton. Il déclara s'être caché derrière un copalme et avoir observé Caleb s'agenouiller près du ruisseau, se laver soigneusement les mains et les avant-bras avec un mélange à l'odeur vive et médicinale.
Puis Caleb sortit de sa poche un petit paquet de tissus et le déplia, révélant des plantes séchées qu'il saupoudra dans l'eau, tout en bougeant les lèvres dans ce qui ressemblait à une prière, ou peut-être à un simple comptage. Samuel dit que lorsque Caleb se releva, il regarda directement l'arbre derrière lequel Samuel se cachait, et même dans l'obscurité, ses yeux pâles le trouvèrent immédiatement. Caleb ne dit rien. Il fixa simplement Samuel un long moment, avant de se détourner et de retourner vers les quartiers. Samuel comprit alors que Caleb savait qu'il avait été observé et qu'il s'en moquait. Samuel ne raconta cette histoire qu'à 3 personnes, leur faisant jurer le secret. En moins de 2 jours, toutes 3 demandèrent à être affectées à des tâches aussi éloignées que possible de Caleb. Pence accepta sans poser de questions, percevant peut-être quelque chose dans leur visage qui le dissuada d'en demander davantage. Nathaniel Rutledge ne remarqua rien de tout cela. Son attention, en ce mois de septembre, était absorbée par les prix du coton et les calculs de rendement, bien que sa capacité de concentration se détériorât. Ses maux de tête s'aggravèrent, et il commença à souffrir d'épisodes de vertige et de nausées. Le médecin de la plantation, un vieil homme nommé Hiram Kendrick, l'examina à 2 reprises sans trouver de cause évidente, bien qu'il notât que le pouls de Rutledge était faible et irrégulier. Sa peau avait pris une teinte grisâtre, et ses yeux semblaient légèrement jaunâtres. Le docteur Kendrick prescrivit du repos et une réduction de sa consommation de bourbon, conseil que Rutledge ignora. Ce que le médecin ignorait, ce que personne ne savait à part Caleb, c'est que depuis 3 mois, de petites quantités d'extraits végétaux soigneusement préparés se retrouvaient dans la nourriture et les boissons de Rutledge. Pas assez pour provoquer une maladie immédiate, mais suffisamment pour affaiblir progressivement son système cardiovasculaire, rendre ses vaisseaux sanguins plus fragiles et altérer sa chimie sanguine d'une manière qui deviendrait catastrophique dans les bonnes conditions. Caleb avait appris de sa mère que le corps humain pouvait être manipulé comme n'importe quel autre système, et qu'avec de la patience et du savoir, on pouvait réduire un homme à un état où un déclencheur final provoquerait un effondrement total de l'organisme. Les plantes que Caleb utilisait n'étaient ni exotiques ni rares. La racine de phytolac, qui poussait abondamment dans le Mississippi et qui, à faible dose, pouvait provoquer des hémorragies internes. La racine de serpent blanc, qui affectait la coagulation du sang. Les feuilles de digital, qui perturbaient le rythme cardiaque. La racine de ciguë aquatique, qui, en quantités infimes, endommageait les vaisseaux sanguins. Chaque substance était soigneusement mesurée, précisément dosée, administrée avec rigueur par patience, celle qui apportait les repas de Rutledge, celle qui avait perdu son propre enfant à cause de la cruauté du maître et qui ne posait aucune question lorsque Caleb lui remettait de minuscules fioles de liquide transparent à verser dans la carafe de Bourbon. Au début du mois de septembre, le corps de Rutledge était devenu une bombe biologique à retardement. Son système cardiovasculaire était si compromis que le moindre stress important pouvait déclencher une défaillance catastrophique. Il ne manquait plus que le bon moment, le bon déclencheur. Le samedi 14 septembre, Rutledge prit une décision qui scella son destin, sans qu'il puisse le savoir à cet instant. Il buvait depuis le début de l'après-midi, le bourbon le rendant plus irritable que d'ordinaire. Et lorsque Pence lui apporta les poids de coton de la semaine, il entra dans une rage noire. Les chiffres avaient chuté de près de 12% par rapport à la semaine précédente. Quelqu'un se relâchait, quelqu'un le volait par sa paresse. Il exigea de savoir qui était responsable de cette baisse. Pence, qui avait ses propres raisons de détester Caleb et qui espérait peut-être détourner la colère de Rutledge pour s'en épargner les conséquences, suggéra que l'albinos travaillait plus lentement que d'habitude. C'était un mensonge. La production de Caleb avait en réalité augmenté. Mais Pence vit une opportunité et la saisit. Rutledge accepta immédiatement cette explication, peut-être parce qu'elle confirmait des préjugés déjà ancrés en lui, peut-être parce que le Bourbon avait embrumé son jugement, ou peut-être parce que, comme Pence, il ressentait depuis longtemps un malaise diffus en présence de Caleb, un malaise qu'il ne savait pas formuler, mais qu'il pouvait désormais justifier par la suspicion. L'ordre fut donné. À l'aube du lundi 15 septembre, Caleb recevrait 20 coups de fouet devant l'ensemble des esclaves, et ses rations seraient réduites de moitié pendant 2 semaines. De plus, il serait affecté à la parcelle de champ la plus proche de la cabane du contremaître, afin que Pence puisse le surveiller directement. La punition était excessive, même selon les standards brutaux de la plantation Rutledge, et plusieurs des esclaves les plus âgés échangèrent des regards inquiets
lorsque Pence l'annonça ce soir-là. Ils avaient observé la manière dont Caleb s'était déplacé tout l'été, l'attention méticuleuse qu'il portait à tout ce qui l'entourait, et ils reconnurent les signes de quelqu'un qui se préparait à quelque chose. Cette nuit-là, personne ne dormit bien dans les quartiers des esclaves. L'air semblait chargé, lourd de quelque chose de plus que l'humidité. Des chiens, dans les fermes environnantes, aboyèrent sans interruption de minuit jusqu'à l'aube, probablement à cause d'une harde de sangliers traversant la région. Plusieurs personnes rapportèrent plus tard avoir entendu des sons qu'elles ne purent identifier, bien que dans l'obscurité et l'épuisement, la perception humaine soit notoirement peu fiable. Patience se réveilla 3 fois, arrachée à des cauchemars dont elle ne se souvenait pas. Chaque fois, le cœur battant à tout rompre, la sueur trempant sa mince couverture. Caleb passa cette nuit-là dans sa cabane, à la lisière des quartiers, à préparer l'élément final de son plan. Il récupéra dans les poutres un petit sachet de cuir contenant une poudre qu'il préparait depuis des semaines. Un mélange concentré de plantes qui, lorsqu'il était inhalé ou absorbé par les muqueuses, provoquait une vasodilatation rapide et un effondrement catastrophique de la pression artérielle. La poudre était extrêmement fine, presque comme de la poussière, facile à dissimuler et à déployer. Sa mère lui avait appris à la fabriquer. Elle l'avait averti qu'elle était dangereuse même à manipuler. Elle lui avait dit qu'elle ne devait être utilisée qu'en dernier recours, car une fois libérée, les effets étaient irréversibles et immédiatement reconnaissables pour quiconque savait quoi observer. Il prépara également une petite fiole de verre contenant un liquide clair. Un autre extrait, conçu pour être appliqué sur la peau, où il serait absorbé par voie transdermique et provoquerait une crise cardiovasculaire immédiate chez une personne dont le système était déjà affaibli. La combinaison de mois d'empoisonnement lent suivi de ces 2 agents finaux créerait une urgence médicale si violente et si rapide que la mort serait inévitable, et que les symptômes imiteraient un événement hémorragique naturel que les médecins de l'époque seraient totalement incapables de diagnostiquer ou de traiter. Le lundi matin arriva sous un ciel couleur d'étain martelé et un air si immobile que rien ne bougeait, pas même les feuilles des arbres. La température atteignait déjà 29 degrés lorsque la cloche du réveil sonna à 5 heures, et lorsque les esclaves furent rassemblés devant la grande maison, la chaleur était écrasante, un poids physique qui appuyait sur les épaules et rendait la respiration pénible. Rutledge apparut sur la véranda à 6 heures précises, vêtu d'un costume de lin blanc malgré l'heure matinale. Il tenait son verre de bourbon, bien que l'aube fût à peine levée, et ses yeux étaient injectés de sang après les excès de la veille. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa le verre sur la balustrade, et sa peau avait une teinte grisâtre suggérant que son corps était déjà en détresse. Pence se tenait à ses côtés, le fouet appelé « salut » enroulé dans ses mains épaisses. Les 63 esclaves se tenaient en rang approximatif face à la véranda, les visages soigneusement neutres, les regards fixés sur rien de précis. C'était une question de survie. Ne montrer aucune émotion, ne révéler aucune pensée, devenir invisible, même en pleine lumière. « Amenez l'albinos », ordonna Rutledge. Sa voix portait clairement dans l'air mort, bien qu'elle semblât tendue, comme si parler lui demandait un effort. Caleb sortit des quartiers, avançant lentement, chaque pas mesuré et délibéré. Il était torse nu, son buste pâle presque lumineux dans la clarté montante, et des marques étaient visibles sur ses bras, des cicatrices volontaires qu'il s'était infligées au fil des années, chacune représentant une personne perdue à cause de la cruauté de l'esclavage, chacune un rappel de la raison pour laquelle il agissait. Ses yeux roses étaient fixés sur Rutledge avec une intensité qui poussa plusieurs esclaves à détourner le regard. Il avançait avec détermination, comme quelqu'un approchant l'aboutissement d'une longue préparation. Il s'arrêta à 3 mètres de la véranda et resta parfaitement immobile, les mains détendues le long du corps, la respiration lente et régulière. Dans sa main droite, dissimulée contre sa paume, se trouvait le petit sachet de cuir contenant la poudre. Dans sa main gauche, cachée contre son poignet, se trouvait la minuscule fiole de verre. Il avait répété ce moment 1000 fois dans son esprit, planifié chaque mouvement, calculé chaque risque. Pence s'avança avec le fouet, mais quelque chose le fit hésiter. Plus tard, il dirait au shérif du comté qu'il s'était senti mal à l'aise, que l'immobilité de Caleb avait été troublante, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Mais Rutledge observait, et l'orgueil poussa Pence à continuer. « Déshabillez-le jusqu'à la taille et attachez-le au poteau », ordonna Rutledge, bien que Caleb fût déjà torse nu.
2 esclaves, des hommes qui connaissaient Caleb depuis 3 ans, mais ne s'étaient jamais sentis à l'aise en sa présence, s'approchèrent avec prudence. Ils saisirent ses bras pour le conduire au poteau de flagellation, un épais pilier de bois profondément enfoncé dans le sol à cette fin précise. Mais au moment où ils le saisirent, Caleb pivota brusquement, brisant leur prise, avec une force surprenante. Avant que quiconque ne puisse réagir, il avait avancé, comblant la distance qui le séparait de Ruthled en 3 pas rapides. « Vous ne me toucherez pas, » dit Caleb, d'une voix basse mais parfaitement audible. « Pas avec ce fouet. Plus jamais. » Le visage de Ruthled pâlit, puis vira au rouge de rage. Il descendit les marches de la véranda, avançant vers Caleb, les poings serrés, le jugement altéré par l'alcool et la colère montante. « Tu oses me refuser? Tu oses me parler ainsi ?» C'était exactement ce que Caleb attendait. Ruthled suffisamment proche pour être touché, la tension artérielle déjà élevée par la fureur, son système cardiovasculaire affaibli, poussé à ses limites par la rage et l'alcool. Lorsque Ruthled tenta de l'attraper, Caleb effectua 2 gestes si rapides que les témoins seraient plus tard incapables de s'accorder sur ce qu'ils avaient vu exactement. D'abord, il écrasa le sachet de cuir dans sa main droite, libérant la poudre fine directement au visage de Ruthled. Le maître inspira par réflexe, haletant de surprise et de colère, aspirant la poudre profondément dans ses poumons où elle fut rapidement absorbée dans son sang. Ensuite, tandis que Ruthled titubait en arrière, toussant et suffocant, la main gauche de Caleb jaillit et entra en contact avec la poitrine de Ruthled, juste au-dessus de son cœur. Le contact dura moins d'1 seconde, mais suffisamment longtemps pour que le liquide de la fiole brisée, que Caleb avait écrasé contre sa propre paume, se transfère sur la peau de Ruthled à travers sa chemise de lin fin. L'effet ne fut pas instantané, mais il fut rapide. La poudre inhalée provoqua une vasodilatation sévère et immédiate, faisant chuter la pression artérielle de façon catastrophique. Le liquide absorbé par la poitrine força son cœur déjà fragilisé à battre de manière irrégulière, trop vite, puis trop lentement, incapable de maintenir une circulation adéquate. Les vaisseaux sanguins, affaiblis par des mois d'empoisonnement lent, commencèrent à se rompre de l'intérieur. Ruthled se figea. Ses mains se portèrent à sa poitrine, agrippant l'endroit exact où Caleb l'avait touché. Ses yeux s'écarquillèrent, emplis de confusion, puis d'une première pointe de terreur. Et sous les yeux de tous, une tache rouge commença à s'étendre sur le lin blanc de sa chemise, précisément là où Caleb l'avait effleuré. Mais il n'y avait aucune blessure externe. Ce qui se produisait était une hémorragie interne si violente que le sang était forcé à travers les pores de sa peau, à travers les glandes sudoripares, suintant à travers une peau intacte d'une manière qui aurait été médicalement impossible sans la combinaison précise de substances administrées par Caleb pendant des mois. Du sang se mit à couler du nez de Ruthled, de ses oreilles, du coin de ses yeux. Sa bouche se remplit de sang lorsque les hémorragies internes dans ses poumons le firent cracher des flots épais et sombres. Ruthled recula en titubant, les mains agrippées à sa poitrine, les yeux grands ouverts, emplis de confusion et d'horreur naissante. Il tenta de parler, mais le sang remplaça les mots, épais et noirs, coulant sur son menton et le long de son cou. Il regarda Caleb avec une expression mêlant incompréhension et terreur. Caleb lui rendit son regard, les yeux contenant quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction ou de la justification, ou simplement la reconnaissance qu'un acte longuement préparé venait enfin d'être accompli. « Marche vers le champ », dit Caleb doucement, sa voix parfaitement calme. « Marche jusqu'au centre de ton coton, là où tu as bâti ta richesse sur nos corps. Marche jusque-là et sache ce que tu as fait. » Et, de manière remarquable, presque impossible, Ruthled se retourna et commença à marcher vers les champs de coton. La science médicale suggérerait plus tard qu'il était en état de choc, que son cerveau était privé d'oxygène, qu'il agissait sous l'effet d'un dernier réflexe autonome. Mais à cet instant précis, on aurait dit qu'il obéissait à l'ordre de Caleb, comme si l'esclave albinos avait pris le contrôle des derniers instants du mourant. Les mouvements de Ruthled étaient raides, mécaniques, et le sang continuait de s'écouler de sa poitrine, de sa bouche, de son nez et de ses oreilles, imbibant son costume blanc jusqu'à ce qu'il devienne entièrement rouge. Il laissait derrière lui une traînée de gouttes cramoisies dans la poussière, chacune marquant son passage, chacune s'infiltrant dans la terre qu'il avait forcé les esclaves à cultiver jusqu'à l'épuisement. Pence resta figé, la bouche s'ouvrant et se refermant sans qu'aucun son n'en sorte.
Les esclaves rassemblés observaient en silence. Et bien que beaucoup d'entre eux haïssent Ruthled avec une intensité nourrie par des années de brutalité, ce qu'ils voyaient dépassait le simple meurtre. C'était une exécution, méthodique, planifiée, menée par quelqu'un qui avait passé des mois à se préparer, qui avait utilisé un savoir que la plupart ne possédaient pas et qui avait transformé le propre corps du maître en arme contre lui-même. Ruthled atteignit le bord du champ et se glissa entre les rangs, les hautes plantes l'avalant hors de vue. Mais les esclaves pouvaient suivre sa progression grâce au balancement des cimes de coton, aux bruits humides qui se propageaient dans l'air immobile du matin et aux corbeaux qui s'élevèrent soudainement du champ en un nuage noir, lançant leurs cris d'alarme vers un ciel indifférent. Caleb demeura immobile, observant Ruthled disparaître dans le coton. Ses mains pendaient le long de son corps, tachées de rouge par la fiole brisée et par le sang de Ruthled qui avait éclaboussé sur lui. Sa respiration était régulière, maîtrisée, et son visage ne trahissait aucune émotion. Il avait planifié cet instant pendant 3 ans, depuis le jour où il avait été acheté, et avait reconnu en Ruthled la même cruauté que chez ses anciens maîtres, la même violence banale, la même conviction absolue que des êtres humains pouvaient être possédés, utilisés et jetés. 10 minutes passèrent, puis 15. Le soleil franchit l'horizon, faisant passer le ciel du gris à un bleu pâle, et la chaleur monta avec une intensité presque personnelle, vindicative. Personne ne bougea, personne ne parla. Ils attendaient, mais quoi, aucun d'eux n'aurait pu le dire avec certitude. Ils attendèrent de voir si Ruthled ressortirait du champ. Ils attendèrent de voir ce que Caleb ferait ensuite. Ils attendèrent que la réalité reprenne ses droits et donne un sens à ce dont ils avaient été témoins. Finalement, le coton cessa de bouger. Les bruits humides s'éteignirent. Un silence absolu s'abattit, comme si le monde avait cessé de respirer. Caleb se tourna vers les esclaves rassemblés. Il les regarda chacun à leur tour, ses yeux pâles, glissant de visage en visage. Puis, il parla d'une voix assez forte pour que tous entendent « Il est mort de sa propre cruauté. D'années de mauvaise vie, de mauvaises boissons, de mauvais choix. Son corps a cédé parce qu'il l'a poussé aussi durement qu'il nous a poussés. Le médecin ne trouvera rien qui indique autre chose que des causes naturelles. Un événement hémorragique, une attaque, une défaillance cardiaque, quelque chose que son corps devait finir par faire un jour. J'ai simplement veillé à ce que cela arrive aujourd'hui, devant vous tous, pour que vous sachiez que les monstres ne sont pas invincibles. Ce sont juste des hommes, et les hommes peuvent mourir. » Puis Caleb retourna au quartier, rassembla ses maigres possessions et disparut dans les bois, avant que Pence ne retrouve suffisamment ses esprits pour tenter de l'arrêter. Lorsque le contremaître parvint à organiser une réaction, Caleb était déjà parti, et malgré des recherches approfondies, il ne serait jamais retrouvé. Les suites immédiates furent un chaos contenu par la terreur. Pence, qui avait enfin retrouvé la capacité de bouger, voulut se précipiter immédiatement dans le champ pour vérifier l'état de Ruthled. Mais quelque chose, appelez cela l'instinct, ou cette part primitive du cerveau qui reconnaît le danger avant que la pensée consciente ne l'analyse, le cloua sur place encore plusieurs minutes. Lorsqu'il se força enfin à avancer, il rassembla 3 esclaves qu'il considérait comme fiables, des hommes présents sur la plantation depuis des années, qui n'avaient jamais causé de problème, et les obligea sous la menace d'une arme à l'accompagner dans le champ. Ils suivirent la piste de gouttes de sang laissée par Ruthled, les taches écarlates brunissant déjà sous le soleil, chacune marquant son chemin comme un sinistre fil d'Ariane. Le coton était plus haut que d'ordinaire cette année-là, presque 2 mètres, et progresser entre les rangs donnait l'impression de traverser un labyrinthe. Les feuilles frôlèrent leur peau avec un bruit de murmure, et les mouches avaient commencé à se rassembler, leur bourdonnement devenant de plus en plus fort à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le champ. Ils trouvèrent Ruthled dans une clairière au centre du champ, à un endroit où le coton avait été planté en cercle autour d'un espace d'environ 3 mètres de diamètre. Il était allongé sur le dos, les bras écartés, les jambes droites. Son costume blanc était désormais entièrement rouge, saturé de sang, et davantage encore s'était accumulé sous lui, s'infiltrant dans la terre en une tache sombre qui resterait visible pendant des semaines. Mais ce fut son visage qui fit immédiatement fuir 2 des 3 esclaves, laissant Pence et le dernier homme, un esclave âgé nommé Isaiah, fixer la scène avec horreur. La peau de Ruthled était d'un blanc de papier, si pâle qu'elle en devenait presque translucide, vidée de son sang à un degré qui semblait impossible.
Ses yeux étaient ouverts, tournés vers le ciel, mais voilés et sans couleur. Sa bouche pendait mollement, et sa langue paraissait décolorée. Chaque centimètre visible de sa peau était couvert de minuscules points rouges, des pétéchis, là où les capillaires avaient rompu et saigné sous la surface. Le sang avait séché en traînées depuis son nez, ses oreilles, le coin de ses yeux, sa bouche. Et pourtant, malgré l'horreur évidente de sa mort, malgré ce qui avait dû être une agonie atroce, tandis que ses vaisseaux se rompaient dans tout son corps, le visage de Ruthled ne montrait ni douleur, ni peur. Au contraire, il semblait presque paisible, presque détendu, et c'était peut-être le détail le plus troublant de tous. Cette expression suggérait que, dans ces derniers instants, son cerveau privé d'oxygène et inondé d'endorphines avait éprouvé quelque chose comme un soulagement, une libération, comme si la mort avait été une miséricorde, comparée à la terreur qu'il avait saisie dans ses dernières minutes de conscience. Isaiah, qui avait vu plus de morts en 60 ans que n'importe quel homme ne devrait en voir, jeta un seul regard à cette expression et prononça un mot. « Poison ». Pence lui demanda ce qu'il voulait dire, et Isaiah secoua la tête. Pas un poison ordinaire, qui tue vite. Quelque chose de lent, quelque chose de réfléchi. Ça demande de la préparation, ça demande du savoir. Ce fantôme savait ce qu'il faisait. Il préparait le maître Ruthled depuis des mois, et aucun de nous ne l'a vu venir. Un examen mené plus tard dans l'après-midi par le docteur Hiram Kendrick confirma les soupçons d'Isaiah, bien que le médecin n'en parle jamais publiquement. Kendrick était assez âgé et expérimenté pour reconnaître les signes d'un empoisonnement systémique. Le foie de Ruthled était hypertrophié et montrait des signes de dommages toxiques. Ses reins étaient enflammés. Son système cardiovasculaire présentait des preuves de stress chronique et de détérioration des parois des vaisseaux sanguins. L'hémorragie massive qui l'avait tué n'était pas spontanée. Elle était le résultat final de mois de préparation minutieuse, l'aboutissement d'un plan qui avait affaibli chaque système du corps de Ruthled jusqu'à ce qu'un déclencheur final provoque un effondrement total. Le docteur Kendrick trouva des traces de matière végétale dans les poumons de Ruthled, une poudre fine qu'il ne parvenait pas à identifier, mais qui avait clairement été inhalée peu avant la mort. Il découvrit également des brûlures chimiques sur la poitrine, là où une substance caustique avait été absorbée à travers la peau. Il estima que Ruthled avait perdu près de 5 litres de sang, la majeure partie en interne, et que l'hémorragie s'était produite à travers des milliers de capillaires rompus dans tout le corps, un événement médical si catastrophique qu'il n'avait jamais rien vu de semblable en 40 ans de pratique. C'était un meurtre, écrivit Kendrick dans ses notes préliminaires, qu'il scella soigneusement et cacha. Sophistiqué, calculé, exécuté avec un savoir qui rivalise, voire dépasse, ma propre formation médicale. Le responsable comprenait la physiologie humaine, la pharmacologie, savait exactement comment affaiblir un corps humain au fil du temps, puis porter un coup final provoquant une défaillance généralisée. Ce n'était pas l'œuvre d'un ouvrier ignorant. C'était l'œuvre de quelqu'un possédant une connaissance approfondie de l'utilisation des substances naturelles comme armes. Mais le docteur Kendrick comprenait aussi les implications d'une telle déclaration publique. Reconnaître qu'un esclave avait possédé le savoir et les compétences nécessaires pour commettre un meurtre aussi sophistiqué aurait signifié admettre que les esclaves n'étaient pas les êtres ignorants et infantiles que la société blanche prétendait. Cela aurait été reconnaître que le savoir pouvait être préservé et transmis même sous les conditions brutales de l'esclavage, que la résistance pouvait prendre des formes bien plus élaborées que la simple rébellion ou la fuite. Et cela aurait soulevé une question troublante. Combien d'autres morts attribuées à des causes naturelles avaient en réalité été des exécutions soigneusement planifiées? Alors, le docteur Kendrick rédigea un second rapport, la version officielle destinée aux archives publiques. Dans celle-ci, il attribua la mort de Ruthled à une fièvre hémorragique spontanée, possiblement liée à une consommation chronique d'alcool et à une faiblesse congénitale des parois des vaisseaux sanguins. Il ne mentionna aucun empoisonnement. Il ne mentionna ni la poudre trouvée dans les poumons, ni les brûlures chimiques sur la poitrine. Il construisit un récit permettant à la société d'éviter des vérités inconfortables. Le shérif du comté, Silas Hardwick, arriva à 16 heures. C'était un homme pragmatique, fort de 30 années d'expérience dans le maintien de l'ordre, et il aborda la scène avec la rigueur méthodique qui lui avait valu le respect dans tout le comté de Warren. Il interrogea d'abord Pence, puis plusieurs esclaves de maison, consignant soigneusement chaque déclaration.
Mais les récits qu'il recueillit étaient contradictoires et confus. Certains esclaves affirmèrent que Caleb avait attaqué Ruthled. D'autres disaient que Ruthled s'était avancé vers Caleb dans un accès de colère. Certains prétendaient que Caleb avait jeté quelque chose au visage de Ruthled. D'autres disaient qu'il s'était contenté de le toucher. Personne ne parvenait à s'accorder sur ce qui s'était réellement passé durant ces quelques secondes décisives. Lorsque le shérif Hardwick se rendit dans les quartiers des esclaves pour inspecter la cabane de Caleb, il la trouva vide de tout élément utile. Les rares possessions de Caleb, une couverture, une tasse en fer blanc, une chemise de rechange, étaient toujours là. Mais il n'y avait aucune trace des préparatifs qu'il avait forcément réalisés. Pas de fiole de poudre ou de liquide, pas de plantes séchées, ni de racines, pas d'outils, ni d'instruments. Soit Caleb avait tout emporté avec lui, soit il avait tout détruit avant de partir, soit peut-être que cela n'avait jamais existé sous une forme reconnaissable comme preuve. Hardwick organisa immédiatement une battue. 20 hommes accompagnés de chiens ratissèrent la plantation et les bois alentours, à la recherche de la moindre trace de l'esclave disparu. Les chiens captèrent facilement son odeur et la suivirent jusqu'à la rive boueuse de la rivière Yazoo, où une seule série d'empreintes menait dans l'eau avant de disparaître. Les hommes fouillèrent les deux rives sur plusieurs kilomètres dans chaque direction, sans rien trouver. Aucune trace ressortant de l'eau, aucun signe de corps, rien. Soit il s'est noyé, déclara le shérif Hardwick, soit il a traversé la rivière et a continué assez vite pour que les chiens perdent sa piste de l'autre côté. Ils draguèrent la rivière pendant 3 jours, davantage par souci de rigueur que par réel espoir de trouver quoi que ce soit. Aucun corps ne fut découvert, ce qui n'était pas particulièrement surprenant. La rivière Yazoo était profonde et ses courants étaient puissants par endroits, et les corps pris dans des débris submergés pouvaient ne jamais refaire surface. Mais plusieurs membres de la battue pensaient en privé que Caleb ne s'était pas noyé, qu'il avait traversé la rivière et qu'il était déjà à des kilomètres de là, se dirigeant vers le nord, vers des territoires libres, avançant avec la même planification méthodique que celle qu'il avait utilisée pour tuer Ruthled. L'enquête officielle sur la mort de Nathaniel Ruthled eut lieu le 20 septembre, 5 jours après son décès. Le tribunal de Vicksburg était bondé de curieux et les témoignages durèrent 8 heures. Pence décrivit ce qu'il avait vu, bien que son récit fût vague et contradictoire sur des points essentiels. Le docteur Kendrick témoigna de ses constatations, présentant soigneusement la version officielle de cause naturelle. Plusieurs esclaves furent appelés à témoigner. Mais selon la loi du Mississippi, leurs paroles avaient moins de poids que celles des témoins blancs, et leurs récits furent en grande partie rejetés comme confus et peu fiables. Le verdict fut enregistré comme une mort due à un événement hémorragique spontané, de cause naturelle. Une récompense de $500 fut offerte pour la capture de Caleb, mort ou vif, non pour meurtre, mais pour être un esclave fugitif, ayant fui la propriété légale de son maître. Le shérif Hardwick envoya des descriptions à tous les comtés du Mississippi et aux forces de l'ordre des États voisins. Les journaux publièrent des avis décrivant le fugitif albinos et avertirent la population de se méfier d'un esclave en fuite, considéré comme dangereux. Mais ceux qui avaient été présents, ceux qui avaient vu ce qui s'était réellement passé, connaissèrent la vérité. Dans les quartiers des esclaves, on en parlait à voix basse, de ce que Caleb avait fait, de la patience et du savoir que cela avait exigé, des mois de préparation minutieuse. Certains disaient que sa mère lui avait transmis des secrets venus d'Haïti, un savoir ancien sur les plantes et les poisons que les médecins blancs ne comprenaient pas. D'autres affirmaient qu'il avait appris auprès d'esclaves guérisseurs venus d'Afrique avant leur capture. Quelques-uns soutenaient qu'il avait tout appris seul, en expérimentant, en observant, en étudiant durant des années d'esclavage. Patience, qui avait aidé Caleb sans le savoir en ajoutant les substances à la nourriture et aux boissons de Ruthled, confia quelque chose aux autres qui les glaça. 3 jours avant que cela n'arrive, Caleb est venu me voir avec une petite fiole. Il m'a dit que c'était un remède pour les maux de tête du maître, que cela l'aiderait à se reposer. Il m'a expliqué exactement quelle quantité verser dans la carafe de Bourbon, et il m'a fait répéter les instructions 3 fois. Puis il m'a regardé et m'a dit « Dans 3 jours, tu seras libre de lui. Dans 3 jours, sa cruauté prendra fin. Ne pose pas de questions. N'hésite pas. Fais simplement ce que je t'ai demandé. » J'ai cru qu'il voulait dire que le maître nous vendrait ou qu'il mourrait de cause naturelle. Je n'ai compris ce qu'il préparait qu'une fois qu'il était trop tard pour l'arrêter. Et la chose terrible, c'est que je ne le regrette pas.
Aucun de nous ne le regrette. Le jeune Thomas Rutledge ne se remit jamais complètement de cette matinée. L'enfant avait tout observé depuis une fenêtre à l'étage, avait vu son père mourir d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais voir, et le traumatisme laissa de profondes cicatrices psychologiques. Il cessa de parler pendant près d'un an, et lorsqu'il recommença enfin, il se réveillait parfois en hurlant de cauchemars où apparaissait le fantôme blanc qui faisait saigner son père. Des médecins l'examinèrent et ne trouvèrent rien d'anormal sur le plan physique. Mais l'enfant s'était réfugié dans un espace intérieur inaccessible à une enfance normale. Il vécut encore 43 ans, pris en charge par divers parents, ne se maria jamais, ne travailla jamais, passant ses journées à regarder par les fenêtres et parfois à pointer du doigt quelque chose d'invisible, marmonnant des mots que personne ne parvenait à comprendre. La plantation fut vendue aux enchères 6 mois plus tard. Les esclaves furent répartis entre plusieurs acheteurs, volontairement séparés pour les empêcher de discuter de ce qu'ils avaient vu. Les nouveaux propriétaires trouvèrent la propriété difficile à exploiter. Plusieurs contremaîtres démissionnèrent en quelques semaines, affirmant que les esclaves étaient instables et apathiques, bien que la véritable raison fût probablement que l'histoire s'était répandue et qu'aucun homme blanc ne souhaitait devenir la prochaine victime d'un traitement similaire. Le champ de coton où Rutledge était mort fut labouré et replanté, mais la terre du cercle central où son corps avait reposé ne produisit jamais plus de plants sains. Pendant 3 saisons consécutives, le coton planté à cet endroit se flétrit et mourut, les feuilles jaunissant et tombant prématurément. Des experts agricoles examinèrent le sol et ne trouvèrent rien d'évidemment anormal, bien que certains aient suggéré en privé que la quantité massive de sang ayant imbibé la terre avait pu en modifier la chimie d'une manière empêchant la croissance des plantes. En 1854, le nouveau propriétaire abandonna complètement la propriété, et les champs retournèrent à l'état sauvage. L'histoire aurait pu s'arrêter là, se fondre dans la légende locale, sans ce qui refit surface des années plus tard, grâce aux témoignages de ceux qui avaient été présents, et qui, après l'émancipation, se sentirent enfin libres de parler plus ouvertement de ce qu'ils avaient vu et compris. En 1874, 23 ans après la mort de Rutledge, Isaiah Carmichael, le même Isaiah qui était entré dans le champ avec Pence ce matin terrible, mourait d'une pneumonie dans un hôpital pour affranchis à Memphis. Après l'émancipation, il avait travaillé comme charpentier, vécu discrètement et élevé une famille. Mais sur son lit de mort, entouré de ses enfants adultes, il se mit soudain à parler du 15 septembre 1851, livrant des détails qu'il avait gardés sous silence pendant plus de 2 décennies. Ce qu'Isaiah révéla fut consigné par l'aumônier de l'hôpital, le révérend Marcus Sullivan, qui avait pris l'habitude de recueillir les derniers témoignages d'anciens esclaves, convaincus que leurs histoires méritaient d'être préservées. Les carnets de Sullivan, découverts dans les archives d'une église en 1947, contiennent 17 pages consacrées à la confession d'Isaiah. Selon Isaiah, les événements de ce matin-là ne commencèrent pas avec la confrontation entre Caleb et Rutledge. Ils avaient débuté 3 mois plus tôt, en juin 1851, lorsque Caleb lui avait demandé de l'aider dans quelque chose. Isaiah avait hésité. Comme tout le monde, il se sentait mal à l'aise en présence de l'albinos. Mais Caleb lui avait offert un supplément de nourriture prélevé sur ses propres rations, et les enfants d'Isaiah avaient faim. Alors il accepta. Caleb le conduisit dans les bois à minuit, la nuit du solstice d'été, bien que l'importance de cette date fût probablement plus psychologique que pratique. Caleb comprenait que créer une atmosphère de rituel et de secret garantirait le silence d'Isaiah. Là, dans une clairière près du ruisseau, Isaiah observa Caleb lui montrer diverses plantes poussant à l'état sauvage dans les bois du Mississippi. Il connaissait chaque plante par son nom, dit Isaiah sur son lit de mort, la voix à peine audible. Pas les noms que les Blancs utilisent, mais les anciens noms, des noms venus des îles et d'Afrique. Il lui montra la phytolaque et expliqua comment la racine pouvait être séchée et réduite en poudre pour provoquer des saignements internes si elle était ingérée en petite quantité sur une longue période. Il lui montra la racine de serpent blanc et expliqua comment elle empoisonnait le lait des vaches qui la mangeaient et comment ce même poison pouvait être extrait pour fluidifier le sang d'un homme jusqu'à ce qu'il ne coagule plus correctement. Il lui montra la digitale et décrivit comment elle pouvait rendre le rythme cardiaque irrégulier, l'affaiblir pendant des mois jusqu'à ce qu'il soit prêt à céder. Il lui montra la ciguë aquatique et démontra comment préparer la racine pour endommager les vaisseaux sanguins sans provoquer une mort immédiate.
Isaiah déclara que Caleb collectait ses plantes depuis son arrivée sur la plantation 3 ans plus tôt, apprenant le terrain, identifiant les espèces dont il avait besoin, attendant le moment opportun. Il m'a dit qu'il avait déjà fait ça auparavant, raconta Isaiah. Il m'a dit que sa mère lui avait appris, parce qu'elle savait qu'en tant qu'albinos, il serait toujours traité plus durement que les autres esclaves, toujours considéré comme étrange et menaçant, toujours le premier à être accusé quand quelque chose tournait mal. Elle lui a appris à se protéger, à frapper en retour quand c'était nécessaire, à utiliser le savoir comme une arme quand la force physique ne suffisait pas. Au cours des 3 mois suivants, Isaiah dit que Caleb prépara ses substances avec soin. Il sécha et broya les plantes, les testa sur des rats et des chiens errants pour déterminer les bons dosages, créa des mélanges sans goût ni couleur lorsqu'ils étaient ajoutés à la nourriture ou aux boissons. Il convainquit Patience de l'aider en lui disant que ces substances étaient des médicaments qui rendraient Ruthled moins cruel, calmeraient ses colères et faciliteraient la vie de tous. Caleb m'a dit que la clé, c'était la patience, expliqua Isaiah, sa respiration devenant de plus en plus difficile. Il a dit que la plupart des poisons tuent trop vite et rendent le meurtre évident. Mais si tu affaiblis un homme lentement pendant des mois, en le rendant malade d'une façon qui ressemble à une maladie naturelle, alors quand arrive le moment final, quand tu administres la substance qui fait s'effondrer complètement son corps affaibli, on croit qu'il est simplement mort de mauvaise santé. Il m'a dit qu'il avait appris cela en observant les médecins blancs, en regardant comment ils traitèrent les maladies, en comprenant que le corps humain n'était qu'un système parmi d'autres, et que les systèmes pouvaient être manipulés si l'on en comprenait les mécanismes. Les substances finales que Caleb avait utilisées le matin du 15 septembre représentaient l'aboutissement de mois de préparation. La poudre qu'il avait projetée au visage de Ruthled était un mélange concentré conçu pour être inhalé, afin de pénétrer rapidement dans la circulation sanguine par les poumons et provoquer une vasodilatation fulgurante, une dilatation soudaine des vaisseaux sanguins, entraînant une chute catastrophique de la pression artérielle chez une personne dont le système cardiovasculaire était déjà gravement affaibli. Le liquide qu'il avait appliqué sur la poitrine de Ruthled était un extrait capable d'être absorbé à travers la peau, en particulier une peau fine, comme celle recouvrant la poitrine. Une fois absorbé, il provoquait un rythme cardiaque erratique, empêchant le cœur de pomper le sang efficacement. Il m'a dit que l'hémorragie serait spectaculaire, rapporta Isaiah. Il m'a dit que le corps de Ruthled était si affaibli que, lorsque ces dernières substances entreraient en action, les vaisseaux sanguins de tout son corps se rompraient. Il a dit que cela paraîtrait impossible, presque surnaturel, mais que ce n'était que de la chimie et de la biologie. Il disait que c'était une justice rendue sous la seule forme accessible à quelqu'un sans recours légal, sans droit, sans protection de la loi. Il disait que c'était une équation mathématique, un équilibre à rétablir. Puisqu'une vie et une liberté avaient été volées à un homme, une autre vie devait être prise en retour. Isaiah mourut 3 heures après avoir terminé son récit, et le révérend Sullivan scella son témoignage dans une enveloppe portant la mention « à ne pas ouvrir avant 1900 ». Dans une lettre séparée, il expliqua son raisonnement. Publier un tel témoignage, alors que les tensions raciales demeuraient élevées, risquait de mettre en danger les communautés noires, affranchies, en renforçant les peurs blanches concernant le savoir détenu par les anciens esclaves. Mieux valait attendre, pensait-il, que le temps crée une distance suffisante pour que l'histoire soit examinée de manière rationnelle et historique plutôt qu'émotionnelle. Mais le témoignage d'Isaiah ne fut pas la seule preuve à émerger dans les années suivant la mort de Ruthled. En 1881, une historienne nommée Margaret Chambers, qui étudiait les archives de plantation pour un ouvrage sur le Sud Antebellum, découvrit quelque chose d'inhabituel dans les archives du tribunal de Natchez. Parmi les registres de vente d'esclaves de 1848, elle trouva le reçu de l'achat de Caleb, la transaction par laquelle Ruthled l'avait acquis pour le prix étonnamment bas de $300. Le nom du planteur-vendeur était René Tussa, et la note figurant à côté du nom de Caleb indiquait « Mâle albinos, 21 ans, constitution robuste, impropre au service domestique en raison d'une apparence troublante. Avertissement, ancien propriétaire décédé dans des circonstances suspectes. Vente recommandée hors du territoire de la Louisiane. Note supplémentaire. La mère aurait été guérisseuse de Saint-Domingue. Examen médical révélant une connaissance des plantes et des herbes. L'acheteur assume tous les risques. Margaret Chambers
retraça d'autres documents liés à la plantation de Tulsa. Elle découvrit que l'ancien propriétaire mentionné dans l'avertissement était un homme nommé Jacques Bogart, décédé en mars 1848 d'une cause décrite sur l'acte de décès comme une hémorragie spontanée de toutes les muqueuses et des organes vitaux. 3 esclaves de cette plantation avaient été vendus immédiatement après la mort de Bogart. Caleb était l'un d'eux. Lorsque Chambers tenta de reconstituer l'histoire de Caleb avant Bogart, les archives devinrent de plus en plus lacunaires et contradictoires, probablement parce que les esclaves étaient souvent délibérément mal identifiés ou que leurs documents étaient falsifiés afin de dissimuler des passés problématiques. Un acte de vente indiquait qu'il était né en Haïti. Un autre affirmait qu'il était né à la Nouvelle-Orléans. Un troisième soutenait qu'il avait été acheté à un négociant d'esclaves à Mobile. Ces informations contradictoires rendaient impossible l'établissement d'une chronologie cohérente. Chambers en vint à soupçonner que les archives avaient été volontairement brouillées par des marchands d'esclaves conscients de traiter avec un individu dangereux, mais désireux de conclure des ventes, malgré tout. Ce qu'elle identifia en revanche, c'était un schéma récurrent. Dans chaque lieu où Caleb avait été réduit en esclavage, elle trouva des rapports faisant état de la mort inhabituelle d'un propriétaire ou d'un contremaître. Une plantation en Louisiane où le maître avait été retrouvé mort dans une grange à tabac, le corps vidé de son sang par une hémorragie interne massive. Une ferme en Alabama où le corps du contremaître avait été découvert dans un champ, exsangue et pâle comme du marbre. Une égreneuse à coton en Géorgie où le propriétaire s'était effondré et était mort en plein châtiment d'un esclave, le sang coulant de ses yeux et de ses oreilles. Dans chaque cas, un esclave albinos était présent sur la propriété. Dans chaque cas, cet esclave avait disparu ou avait été vendu peu de temps après la mort. Et dans chaque cas, les autorités locales avaient conclu à des causes naturelles, à des accidents ou à des maladies tropicales. Personne ne voulait croire qu'un esclave, surtout un individu aussi visiblement marqué qu'un albinos, puisse posséder le savoir et la capacité de planification nécessaires pour commettre des meurtres aussi sophistiqués. Margaret Chambers ne publia jamais ses conclusions. Ses notes, découvertes après sa mort en 1903, suggèrent qu'elle était convaincue de ne pas retracer une série de coïncidences sans lien, mais bien le parcours d'un seul individu traversant le Sud, changeant de propriétaire lorsque cela s'avérait nécessaire, réglant ses comptes avec ceux qui le traitaient avec la plus grande cruauté, utilisant un savoir transmis par sa mère pour survivre, et parfois pour frapper en retour. Mais les implications d'une telle théorie étaient trop dérangeantes pour l'époque. Elle scella donc ses recherches avec pour instruction qu'elles ne soient pas rendues publiques avant 1950. « Si j'ai raison », écrivit-elle dans son journal privé, alors Caleb représente quelque chose que la société blanche a toujours craint sans jamais vouloir l'admettre, que les personnes réduites en esclavage possèdent une intelligence, un savoir et une capacité d'action égale, voire supérieure, à celle de leurs oppresseurs, qu'elles se souviennent de tout ce qui leur a été fait, qu'elles transmettent le savoir de génération en génération, qu'elles sont capables de planification sophistiquée à long terme, qu'elles peuvent utiliser les outils de la science et de la médecine aussi efficacement que n'importe quel médecin formé, et que, poussées au-delà de l'endurance, elles peuvent rendre une justice que les systèmes juridiques blancs ne reconnaîtraient jamais comme légitime, mais qui n'en est pas moins dévastatrice dans son efficacité. Parallèlement, des signalements de la survie et des déplacements de Caleb continuèrent à apparaître de manière sporadique dans les années suivant sa disparition. En 1856, un capitaine de bateau à vapeur sur la rivière Ohio rapporta avoir transporté un homme albinos affirmant être un ancien esclave affranchi en route vers le Canada. Le capitaine nota dans son journal que l'homme avait payé en pièces d'or et que ses mains étaient couvertes de cicatrices ressemblant à des marques délibérées, peut-être auto-infligées comme forme d'identification ou de tenue de compte. « C'était le passager le plus poli que j'ai jamais transporté », écrivit-il. Mais il y avait dans son comportement quelque chose qui suggérait qu'il avait vu et fait des choses qui entraient la plupart des hommes pour le reste de leur vie. Il parlait peu, mais observait tout, et j'avais l'impression très nette qu'il cataloguait chaque détail du voyage, comme s'il l'enregistrait pour un usage futur. En 1863, lors de la bataille de Gettysburg, un chirurgien de l'Union nommé le docteur Henry Walsh rapporta avoir soigné un soldat présentant des cicatrices inhabituelles qui prétendait être un esclave fugitif combattant sous un nom d'emprunt.
Le docteur Walsh nota que l'apparence du soldat était remarquablement pâle, presque albinos, et qu'il possédait des connaissances médicales dépassant celles de la plupart des chirurgiens de campagne. Il m'a assisté lors de plusieurs amputations, écrivit Walsh, et a démontré des techniques de contrôle des hémorragies que je n'avais jamais vues auparavant. Quand je lui ai demandé où il avait appris de telles compétences, il m'a répondu que sa mère était guérisseuse et qu'elle lui avait enseigné tout ce qu'elle savait. Il a dit que le savoir était la seule chose qu'on ne pouvait pas retirer à un esclave, la seule forme de résistance impossible à supprimer. Le soldat expliqua à Walsh qu'il ne se battait pas par patriotisme, mais par conviction que la destruction de l'esclavage nécessitait la destruction des systèmes économiques et sociaux qui le soutenaient. Il déclara que la guerre était une justice rendue à l'échelle nationale, l'addition de dettes accumulées sur des générations, réglées dans le sang et le feu. Il dit qu'il avait passé des années à régler des comptes individuels, mais que cette guerre réglerait le compte majeur, celui qui englobait des millions de vies volées et des générations de souffrances. Il affirma qu'il survivrait à la guerre parce qu'il avait survécu à pire encore, et qu'une fois celle-ci terminée, il poursuivrait son œuvre sous la forme que les circonstances exigeraient. Le docteur Walsh ne revit jamais le soldat après la bataille, mais conserva des notes détaillées de leur conversation, notes découvertes en 1923 qui vinrent s'ajouter à un corpus croissant d'indices suggérant qu'un homme correspondant à la description de Caleb avait survécu à sa fuite du Mississippi et avait continué à traverser l'histoire américaine, s'adaptant aux circonstances changeantes tout en conservant le même dessin fondamental. En 1879, une enseignante missionnaire dans une école pour affranchis en Caroline du Sud rapporta la visite d'un homme inhabituel, venu observer ses cours. Elle le décrivit dans une lettre à ses mécènes comme « un homme noir, remarquablement pâle, aux cheveux blancs et aux yeux roses, affirmant être né esclave, mais possédant une instruction rivalisant, voire surpassant, la sienne. » L'enseignante, Sarah Grimby, écrivit que le visiteur avait fait un don substantiel à l'école, plus de $200 en or, et lui avait confié des paroles à la fois inspirantes et troublantes. Il a dit que l'éducation était la clé pour s'assurer que les crimes de l'esclavage ne soient jamais oubliés ni répétés, écrivit Grimby. Il a dit que chaque enfant qui apprenait à lire et à écrire devenait un témoin capable de témoigner pour l'histoire, de préserver la mémoire à travers les générations et de garantir que la vérité finirait par triompher des mensonges qui avaient soutenu l'esclavage. Mais il ajouta aussi quelque chose de plus sombre. Il dit que certaines dettes ne pourraient jamais être entièrement réglées, que certains crimes étaient si immenses que la justice ne pouvait qu'être approchée, jamais pleinement atteinte. Il dit qu'il avait passé sa vie à tenter d'équilibrer des comptes fondamentalement impossibles à équilibrer et que la frustration née de cette tâche irréalisable constituait en elle-même une forme de torture. Je lui ai demandé pourquoi il continuait s'il croyait cette tâche impossible. Il m'a alors regardé avec des yeux qui semblaient bien plus vieux que son âge apparent et a répondu « Parce que quelqu'un doit le faire, parce que la mémoire doit être honorée, parce que les morts méritent que leur souffrance soit reconnue, même si elle ne peut être effacée. » Ces rapports épars, collectés par divers chercheurs au fil des décennies, n'ont jamais constitué une preuve définitive qu'un seul individu avait survécu de 1848 jusqu'à 1879 et au-delà. Ils pouvaient être expliqués comme les témoignages de personnes différentes, présentant des apparences et des parcours similaires. Mais pris dans leur ensemble, ils suggéraient autre chose, que Caleb avait effectivement réussi à s'échapper, qu'il avait gagné le Nord, survécu à la guerre de sécession, et continué à vivre avec la conscience de ce qu'il avait fait et de ce qui lui avait été fait. La preuve la plus troublante apparut en 1911, 60 ans après la mort de Rutledge, lorsqu'une crue catastrophique de la rivière Yazoo submergea de vastes portions du comté de Warren sous plus de 4 mètres d'eau boueuse. Lorsque les eaux se retirèrent 3 semaines plus tard, le paysage était profondément transformé. La rivière avait changé de lit, creusant un nouveau chenal et mettant à nu des terres basses restées enfouies sous la vase pendant des décennies. Parmi les débris laissés par l'inondation, des ouvriers chargés du nettoyage près du site de l'ancienne plantation Rutledge firent une découverte qui relança l'enquête sur les événements survenus 60 ans plus tôt. Enfouis dans une berge de boue, enveloppés dans une toile huilée et scellés dans une boîte métallique qui les avait protégés de l'eau, ils trouvèrent les journaux personnels de Nathaniel Rutledge, couvrant la période de janvier 1851
au 14 septembre 1851, la veille de sa mort. Les journaux furent confiés à la Société historique du comté, où ils restèrent 3 ans avant d'être étudiés sérieusement. Lorsqu'ils furent finalement examinés en 1914 par un historien local nommé Thomas Everett, ils révélèrent des détails qui changèrent fondamentalement la compréhension des événements de septembre 1851. D'après les entrées du journal, Rutledge savait que quelque chose n'allait pas dans sa santé. À partir de la fin juin 1851, il décrivait des maux de tête persistants, des épisodes de vertige et une fatigue inhabituelle. Il consulta le docteur Kendrick à plusieurs reprises, mais celui-ci ne trouva rien d'évidemment anormal et attribua les symptômes au stress et à une consommation excessive d'alcool. Rutledge accepta d'abord ce diagnostic, mais à mesure que les semaines passaient et que ses symptômes s'aggravaient, il commença à soupçonner autre chose. « Je commence à craindre que j'ai été empoisonné », écrivit-il, le 15 août. « Mes symptômes ne correspondent à aucune maladie naturelle que j'ai connue ou étudiée. Les maux de tête vont et viennent sans logique. Ma vision se trouble sans raison. Je ressens une faiblesse dans les membres sans cause apparente. Et plus troublant encore, j'ai remarqué de petites traces de sang sur mon oreiller au réveil, comme si je saignais du nez ou de la bouche pendant mon sommeil, sans jamais m'en rendre compte. Le docteur Kendrick balaie mes inquiétudes et suggère que j'imagine ces choses, mais je connais mon corps, et quelque chose ne va pas de manière systématique. Les entrées de la fin août et du début septembre montrent que les soupçons de Rutledge se cristallisèrent en certitude. Il commença à noter tout ce qu'il mangeait et buvait, cherchant un schéma. Il soupçonna plusieurs esclaves de saboter sa nourriture, mais son attention revenait sans cesse à un individu précis, qu'il semblait toutefois hésiter à nommer directement. « L'albinos m'observe », écrivit-il le 3 septembre. « Je le vois dans les champs, et ses yeux me suivent lorsque je passe à cheval. Il y a dans ce regard quelque chose qui me trouble profondément. Pas de la haine, je saurais y répondre par le châtiment. Pas de la peur, ce serait approprié et satisfaisant. Mais une forme de calcul patient, comme s'il me jaugeait, comme s'il attendait un moment précis que lui seul peut reconnaître. J'ai envisagé de le vendre, mais la perte financière serait importante, et je devrais expliquer pourquoi je vends un ouvrier robuste en pleine saison des récoltes. Que dirais-je? Que je le crains? Que son regard me met mal à l'aise? On se moquerait de moi. Les entrées du 10 au 14 septembre montrent une dégradation rapide de son état physique et mental. Il décrit une amertume nouvelle dans son bourbon. Il note la présence de sang dans ses urines. Il observe que ses gencives saignent lorsqu'il se brosse les dents, que des ecchymoses apparaissent sur sa peau sans souvenir de blessure, que son cœur bat de façon irrégulière, s'arrêtant puis s'emballant. La dernière entrée, datée du 14 septembre, la nuit précédant sa mort, est à peine lisible. L'écriture devient tremblée, de plus en plus chaotique au fil des lignes. Je sais maintenant ce qui m'arrive. J'ai consulté un ouvrage médical que le docteur Kendrick a laissé lors de sa dernière visite, et j'ai identifié mes symptômes comme compatibles avec un empoisonnement systématique par des substances végétales. La combinaison précise indique un savoir pharmacologique sophistiqué, bien au-delà de ce que n'importe quel esclave devrait posséder. Mais je me souviens à présent que lorsque j'ai acheté l'albinos à Tusa, le vendeur m'a averti que la mère de l'esclave avait été une sorte de guérisseuse ou de femme médecine venue d'Haïti. J'ai rejeté cela comme une superstition absurde. Je comprends maintenant que c'était un avertissement que j'aurais dû prendre au sérieux. L'albinos m'empoisonne depuis des mois, lentement et méthodiquement, affaiblissant mon corps en préparation d'une action finale. Je le vois clairement désormais, mais trop tard pour me sauver. Il utilise patience pour faire passer les substances dans ma nourriture et mes boissons. La jeune fille, ignorante qu'elle est, sans comprendre qu'elle est devenue un instrument de meurtre. Il a fait preuve d'une patience que je ne peux concevoir, attendant des mois pour atteindre son objectif, démontrant une capacité de planification à long terme qui contredit tout ce qu'on m'a appris sur les capacités mentales de sa race. Je pourrais signaler mes soupçons au shérif Hardwick, mais quelle preuve ai-je? Une impression d'être observé, des soupçons vagues à propos d'un esclave albinos. Le shérif me prendrait pour un paranoïaque ou un ivrogne. Je pourrais affranchir tous mes esclaves et fuir, abandonner cette plantation et recommencer ailleurs. Mais mon orgueil ne le permet pas. J'ai bâti cet endroit de mes propres mains, j'ai créé de la richesse à partir de rien, et je ne serai pas chassé par un esclave, aussi intelligent ou dangereux soit-il. Demain, je l'affronterai publiquement. Je le ferai fouetter devant tous les autres. Je réaffirmerai mon autorité.
Je montrerai que je n'ai pas peur. Peut-être cela le forcera-t-il à agir prématurément avant que son plan final ne soit prêt. Ou peut-être suis-je déjà condamné, et demain sera simplement le jour où mon corps affaibli cédera. Si tel est le cas, je prie pour que ma mort serve d'avertissement aux autres. Ne sous-estimez jamais les esclaves. Ils se souviennent de tout, ils apprennent tout, et avec le bon savoir et suffisamment de patience, ils peuvent vous détruire aussi sûrement que n'importe quelle armée, aussi complètement que n'importe quelle maladie. Thomas Everett, qui découvrit ces journaux, fut profondément troublé par ce qu'ils révélaient. Contrairement au récit officiel construit en 1851, celui d'une attaque non provoquée par un esclave violent, les propres mots de Rutledge prouvaient qu'il comprenait parfaitement ce qui lui était fait, qu'il avait identifié Caleb comme responsable, et qu'il avait néanmoins choisi de l'affronter, mu par l'orgueil et par son refus d'admettre qu'un esclave pouvait le surpasser intellectuellement. Everett poursuivit ses recherches, cherchant toute autre documentation susceptible d'éclairer les événements. Il mit au jour les notes scellées du coroner de 1851, dissimulées par le docteur Kendrick. Leur lecture, croisée avec le journal de Rutledge, permit de reconstituer un tableau complet. Des mois d'empoisonnement méthodique à l'aide d'extraits végétaux, culminant dans l'administration finale de substances, déclenchant une hémorragie catastrophique dans un corps délibérément affaibli pour ce résultat précis. Ce qui ressort de ces documents, écrivit Everett dans son analyse, n'est pas une histoire de vengeance surnaturelle ou de justice divine, mais une étude de cas de meurtre sophistiqués, perpétrés par quelqu'un possédant une connaissance approfondie de la physiologie humaine et de la pharmacologie. Caleb n'était ni un monstre, ni un fantôme, ni un être surnaturel. Il était simplement un homme extrêmement intelligent, à qui sa mère avait transmis un savoir précieux, et qui a utilisé ce savoir pour survivre dans un système conçu pour le détruire. Lorsque ce système a menacé de l'anéantir par une punition excessive, il s'est défendu de la seule manière possible en éliminant la menace. Everett publia ses conclusions en 1915 dans une monographie à tirage limité intitulée « La vengeance de l'albinos », étude d'un meurtre antebellum. L'ouvrage se vendit mal et fut largement rejeté par les historiens traditionnels, jugés sensationnalistes. Cependant, des professionnels de la médecine qui le lurent reconnurent la justesse de l'analyse des méthodes d'empoisonnement. Le livre attira néanmoins l'attention de plusieurs chercheurs, s'intéressant aux formes de résistance des personnes réduites en esclavage, contribuant à une prise de conscience croissante. La résistance prenait de multiples formes, pas toujours spectaculaires ni immédiatement visibles. L'une de ces chercheuses, une anthropologue nommée le docteur Sarah Osgood, se rendit en Haïti en 1922 afin d'étudier les traditions de guérison et de médecine végétale susceptibles d'avoir été transmises à des personnes comme la mère de Caleb. Elle y interrogea plusieurs guérisseurs traditionnels, qui confirmèrent que ce type de savoir avait bel et bien existé et avait été soigneusement préservé, même après la traversée du passage du milieu. Les guérisseurs à qui j'ai parlé décrivaient un savoir pharmacologique étendu, développé sur des siècles en Afrique, puis affiné dans les Caraïbes. La docteure Osgood écrivit dans ses notes de terrain « Il pouvait identifier des centaines de plantes à vue et en connaissait les propriétés, lesquelles pouvaient guérir, lesquelles pouvaient tuer, lesquelles pouvaient être combinées pour produire des effets précis. Ce savoir était considéré comme sacré et n'était généralement transmis que de parents à enfants ou de maîtres à apprentis au sein de sociétés secrètes. Le fait qu'une femme réduite en esclavage ait enseigné un tel savoir à son fils suggère qu'elle comprenait qu'il aurait besoin de tous les avantages possibles pour survivre. Les recherches de la docteure Osgood confirmèrent que les substances utilisées par Caleb étaient toutes indigènes du Mississippi, ou pouvaient être trouvées à l'état sauvage dans la région. La phytolaque, la racine de serpent blanc, la digitale et la ciguë aquatique étaient des plantes communes, dont les personnes averties savaient qu'elles pouvaient être dangereuses si elles étaient mal utilisées, ou terriblement efficaces si elles l'étaient avec intention. La sophistication ne résidait pas dans l'usage de substances exotiques ou rares, mais dans la compréhension des dosages, du moment d'administration et des combinaisons capables de produire l'effet souhaité sans être immédiatement détectées. Ce que Caleb a accompli, conclut la docteure Osgood, exigeait un savoir étendu, une observation attentive, une planification méticuleuse et une patience extraordinaire. Cela exigeait aussi d'accepter la possibilité de mourir en tentant l'entreprise, que le plan soit découvert,
qu'il soit torturé et exécuté s'il était pris. Le fait qu'il ait réussi, qu'il se soit échappé et qu'il ait apparemment survécu pendant des décennies par la suite révèle un niveau d'intelligence, de courage et de détermination qui devrait nous forcer à reconsidérer toutes les hypothèses que nous avons faites sur les capacités et l'agentivité des personnes réduites en esclavage. La dernière pièce du puzzle apparut de la manière la plus inattendue, par une source qui semblait d'abord douteuse, mais qui fournit finalement une confirmation cruciale de l'ensemble du récit. En 1947, 96 ans après la mort de Rutledge, un colis arriva à la Société historique du comté de Warren, oblitéré à Toronto, au Canada. Il avait été envoyé anonymement et contenait une lettre manuscrite accompagnée d'un petit journal relié en cuir. La lettre était brève, écrite d'une main soignée et instruite. « Je vous envoie le journal personnel d'un homme qui se faisait appeler Caleb, bien que ce ne fût pas son nom de naissance. J'ai trouvé ce journal parmi les effets de mon grand-père après son décès l'an dernier. Mon grand-père était conducteur du chemin de fer clandestin et a aidé de nombreux esclaves en fuite à atteindre le Canada avant et pendant la guerre de sécession. Caleb était l'un de ceux qui l'a aidé, et ils sont restés amis jusqu'à la mort de mon grand-père en 1893. Caleb lui a remis ce journal peu avant sa propre mort, en 1895, en lui demandant qu'il soit préservé et rendu public une fois qu'un temps suffisant se serait écoulé pour que la vérité puisse être dite sans mettre quiconque en danger. Je crois que ce temps est désormais venu. Les personnes décrites dans ces pages sont mortes depuis longtemps. Le système qu'elles représentaient a été détruit, mais cette histoire mérite d'être connue, à la fois comme témoignage de la résistance d'un homme et comme avertissement sur ce dont les êtres humains deviennent capables lorsqu'ils sont poussés à l'extrême. Le journal lui-même était remarquable. Rédigé d'une écriture nette et précise, il couvrait la vie de Caleb approximativement de 1845 à 1893. Il ne s'agissait pas d'un journal quotidien, mais d'une série d'entrées réflexives rédigées à différents moments sur près de 50 ans. Les entrées n'étaient pas datées précisément, mais repérées par des lieux et des événements marquants. Les premières pages décrivaient l'enfance de Caleb en Haïti, où sa mère, une femme d'ascendance africaine et européenne, née libre mais réduite en esclavage lors de troubles politiques, lui avait enseigné tout ce qu'elle savait sur la guérison et les plantes. Elle lui avait appris à lire et à écrire en secret à l'aide d'une Bible dissimulée. Elle lui avait appris le fonctionnement du corps humain et la manière dont il pouvait se dérégler. Et elle lui avait transmis autre chose encore, quelque chose qui façonnerait toute sa vie. « Ma mère m'a dit que le savoir était un pouvoir », écrivit Caleb dans l'une des premières entrées. « Mais que pour quelqu'un comme moi, marqué par ma peau blanche comme différent, traité avec suspicion et crainte par les Noirs comme par les Blancs, le savoir devait être un savoir caché, appliqué avec prudence et parcimonie. Elle lui avait dit qu'il ne pourrait jamais vivre comme un homme ordinaire, qu'il ne serait jamais pleinement accepté par aucune communauté, qu'il serait toujours perçu comme étrange et menaçant. Il devait donc faire de cette étrangeté sa force. Il devait devenir quelqu'un qui comprendrait plus que les autres, qui verrait des schémas invisibles pour eux, qui planifierait plus loin qu'ils ne pourraient l'imaginer. Il devrait cultiver une patience au-delà de la patience humaine ordinaire et accepter la solitude comme le prix de la survie. Le journal racontait la mort de sa mère lorsqu'il avait 17 ans, tué par un contremaître qui avait tenté de l'agresser et qu'elle avait empoisonné en légitime défense. Peu après, Caleb fut vendu, entamant une succession de transactions qui le menèrent d'Haïti à la Louisiane, puis à l'Alabama et enfin au Mississippi. Une progression marquée par la violence et par la volonté croissante de Caleb d'utiliser son savoir comme une arme lorsque les circonstances devenaient insupportables. « Je ne voulais pas devenir ce que je suis devenu », écrivit-il dans une entrée datant approximativement de 1849. « Je voulais vivre discrètement, travailler, peut-être gagner assez pour acheter un jour ma liberté. Mais j'ai appris que la discrétion est interprétée comme de la faiblesse, que la soumission invite une cruauté croissante, que la seule chose qui fasse hésiter un maître, c'est la peur. Pas une peur évidente, qui provoquerait des représailles immédiates, mais une peur subtile. Le malaise diffus que quelque chose ne va pas, que pousser trop loin pourrait avoir des conséquences imprévisibles et incontrôlables. Il apprit à cultiver cette peur subtile, à être présent sans être visible, à observer sans être vu, à provoquer de petits changements qui, accumulés avec le temps, produisaient des effets considérables. Et il apprit que, lorsque cela devenait nécessaire, lorsqu'un maître devenait trop dangereux pour être simplement craint,
Il pouvait être éliminé de manière à ce que sa mort paraisse naturelle et inévitable. Le journal décrivait ensuite en détail la mort de Rutledge, confirmant tout ce qu'Isaiah et les autres témoins avaient soupçonné, ainsi que ce que le propre journal de Rutledge laissait entendre. Caleb avait bel et bien passé des mois à empoisonner son maître à l'aide d'extraits végétaux, administrés avec soin par patience, qu'il avait manipulés en lui promettant que ces substances rendraient Rutledge moins cruel. La confrontation finale avait été planifiée dans ses moindres détails, programmée pour un moment où le corps de Rutledge serait suffisamment affaibli pour que les substances finales provoquent une défaillance immédiate et catastrophique. Je savais que Rutledge finirait par décider de me punir, écrivit Caleb. Les hommes de son genre le font toujours. Ils ne supportent pas la présence de quelqu'un qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler totalement. J'ai fait en sorte que ses soupçons se concentrent sur moi au bon moment. Lorsque mes préparatifs furent achevés, lorsque son corps fut prêt à s'effondrer, je voulais qu'il vienne à moi pour initier la confrontation, afin que ce qui suivrait paraisse être de la légitime défense, ou du moins provoqué par ses propres actes. Il voulait aussi des témoins, pour que son geste soit mémorisé, pour que d'autres personnes réduites en esclavage sachent que la résistance était possible, même pour ceux qui manquaient de force physique ou d'occasion de fuite. Le journal décrivait la fuite de Caleb hors du Mississippi, voyageant de nuit, traversant marais et forêts, entrant finalement en contact avec des conducteurs du chemin de fer clandestin qui l'aidèrent à atteindre des territoires libres. Il arriva au Canada à la fin de 1851 et passa les années suivantes à enchaîner de petits emplois, à apprendre davantage, à lire tout ce qu'il pouvait trouver sur la médecine, la chimie et la biologie, se transformant d'un homme utilisant un savoir populaire de manière instinctive en quelqu'un qui comprenait les principes scientifiques qui sous-tendaient ce savoir. « Je me suis instruit », écrivit-il, non par amour de l'apprentissage en soi, mais par besoin de comprendre ce que j'avais fait et ce dont j'étais capable. Je devais savoir si j'avais tué Rutledge par quelque pouvoir surnaturel, comme certains esclaves semblèrent le croire, ou par la simple application de substances naturelles que toute personne formée pourrait utiliser. La réponse, découvrit-il, était la seconde. Il n'y avait rien de surnaturel dans ces actes, seulement de la chimie, de la biologie et un timing précis. Mais ce savoir ne le consola pas. Au contraire, il rendit ses actes plus troublants encore, car il signifiait qu'il était devenu ce qu'il avait toujours redouté. Quelqu'un pour qui tuer n'était plus un dernier recours désespéré, mais un problème technique à résoudre par la planification et le savoir. Les entrées des années 1860 décrivaient son service durant la guerre de sécession, combattant sous un nom d'emprunt, utilisant ses connaissances médicales pour sauver des vies sur le champ de bataille, tout en luttant intérieurement avec la contradiction d'employer des compétences développées pour tuer son oppresseur, afin de sauver désormais ceux qui combattaient pour mettre fin à l'oppression. Il fut blessé à 2 reprises, se remit plus vite que les médecins ne l'avaient prévu, et fut démobilisé en 1865 avec une libération honorable et une petite pension. Les entrées ultérieures, des années 1870 au début des années 1890, décrivaient une vie d'anonymat silencieux au Canada, travaillant comme herboriste et parfois comme conseiller médical informel. Il n'annonçait jamais ses services, mais acquit une réputation discrète dans certaines communautés, comme quelqu'un qui comprenait la maladie et la guérison d'une manière que les médecins conventionnels ne saisissaient pas. Il ne s'était jamais marié, avait noué peu d'amitiés proches et passait la majeure partie de son temps seul, à lire, réfléchir et tenter de faire la paix avec ce qu'il avait fait et ce que cela lui avait coûté. « J'ai survécu », écrivit Caleb dans l'une des dernières entrées, datée approximativement de 1893, alors qu'il était dans la soixantaine. J'ai vécu plus longtemps que la plupart des esclaves, plus longtemps que la plupart des hommes libres, certainement plus longtemps que Rutledge ou que tous les autres maîtres que j'ai tués. Mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment vécu au sens profond du terme. Je suis devenu un fantôme bien avant qu'on ne me donne ce nom. Je me suis vidé de tout ce qui était tendre et vulnérable pour survivre, me transformant en instrument de résistance et de vengeance. Et lorsque le besoin de cet instrument a disparu, lorsque l'esclavage a pris fin et que le système qui m'a façonné a été détruit, j'ai découvert que je ne savais plus comment redevenir humain. J'avais oublié comment éprouver de la joie, comment faire confiance, comment espérer autre chose que la survie. Le prix de ma résistance a été mon humanité, et je ne sais pas si c'était un échange juste.
ou simplement le seul échange possible. Le journal se terminait par une réflexion à la fois glaçante et profondément triste. Je suis en train de mourir maintenant. Lentement mais inévitablement, mon corps cédant enfin après des années d'abus et de tension. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais je n'en tire aucune satisfaction non plus. J'ai tué plusieurs hommes qui méritèrent de mourir, mais leur mort n'a pas mis fin à l'esclavage, ni réparé les dégâts qu'il a causés. J'ai survécu quand des millions ne l'ont pas fait. Mais cette survie a eu un prix que je ne commence à comprendre pleinement qu'aujourd'hui. S'il y a une leçon à tirer de mon histoire, c'est celle-ci. L'oppression crée des monstres des deux côtés. Rutledge était un monstre façonné par un système qui lui affirmait qu'il avait le droit de posséder des êtres humains. Je suis devenu un monstre façonné par ce même système, transformé par la nécessité en quelque chose capable de frapper en retour, mais qui a perdu son humanité dans le processus. La véritable tragédie n'est pas que l'un ou l'autre d'entre nous soit mort, mais que le système qui nous a créés tous les deux ait perduré si longtemps, engendrant tant de monstres et détruisant tant de vies. Je prie pour que les générations futures apprennent de cette histoire, comprennent que les systèmes d'oppression corrompent tous ceux qu'ils touchent, et choisissent de bâtir quelque chose de meilleur. La société historique débattit longuement de la question de rendre public le journal de Caleb. Les preuves qu'il contenait étaient troublantes, et remettaient en cause des récits confortables sur l'esclavage et la résistance. Mais finalement, elle décida que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, méritait d'être préservée et partagée. Le journal fut publié en 1950, accompagné de nombreuses annotations et d'un contexte historique fourni par une équipe d'historiens. Il suscita une vive controverse. Certains universitaires le saluèrent comme une source primaire inestimable, offrant un aperçu unique des stratégies de résistance des personnes réduites en esclavage, tandis que d'autres en contestèrent l'authenticité ou estimèrent qu'il présentait un portrait excessivement indulgent d'un meurtrier. Cependant, des analyses médico-légales du papier et de l'encre confirmèrent que le journal avait bien été rédigé sur plusieurs décennies au milieu et à la fin du XIXe siècle. L'analyse graphologique correspondait à d'autres documents attribuables de manière fiable au même individu. Plus convaincant encore, le journal contenait des détails sur la plantation Rutledge, sur Vicksburg dans les années 1850, et sur des événements précis qui ne pouvaient être connus que par quelqu'un ayant réellement été présent. Les historiens de la médecine furent particulièrement impressionnés par le niveau de savoir pharmacologique démontré dans le journal. La docteure Elizabeth Hartwell, écrivant dans le Journal of Medical History en 1952, nota que les méthodes décrites par Caleb correspondaient parfaitement à ce que l'on comprend aujourd'hui des propriétés toxiques des plantes qu'il mentionnait. Ces descriptions des dosages, du timing et des combinaisons révèlent une compréhension sophistiquée de la pharmacocinétique. La manière dont les substances sont absorbées, distribuées, métabolisées et éliminées par le corps humain. Ce n'était pas de la médecine populaire ni de la superstition. C'était de la science appliquée, pratiquée par quelqu'un disposant d'une éducation formelle limitée, mais doté de capacités d'observation et d'analyse exceptionnelles. La publication du journal incita également plusieurs descendants de personnes réduites en esclavage à partager des récits familiaux transmis de génération en génération. Une femme, Mary Dawson, dont l'arrière-arrière-grand-mère avait été asservie sur une plantation voisine de celle des Rutledge, raconta une histoire que son ancêtre évoquait à propos du « fantôme blanc » qui faisait trembler les maîtres. Mon arrière-arrière-grand-mère disait qu'après ce qui était arrivé à M. Rutledge, les autres propriétaires de plantations de la région sont devenus beaucoup plus prudents, expliqua Mary Dawson dans une interview enregistrée en 1951. Ils ont cessé les pires passages à tabac. Ils ont légèrement amélioré la nourriture. Ils sont devenus méfiants envers leurs boissons et leurs repas. Certains ont même engagé des goûteurs, comme les rois dans les vieilles histoires, utilisant d'autres esclaves pour tester tout ce qu'ils mangeaient avant eux. La peur s'était répandue bien au-delà d'une seule plantation. L'idée qu'un esclave puisse tuer un maître sans laisser de preuves, utiliser le savoir comme une arme, planifier pendant des mois et exécuter un meurtre parfait, terrifiait les propriétaires. Et cette peur, disait mon arrière-arrière-grand-mère, valait presque autant que la liberté. Pas tout à fait, mais presque. Parce que, pendant un moment, ils se sont souvenus que nous étions des êtres humains capables de réfléchir, de planifier et de résister. Pas seulement des biens qu'on pouvait utiliser à sa guise. D'autres témoignages recueillis dans les années 1950 et 1960 suggèrent que l'histoire de Caleb,
ou du moins des versions de celle-ci, s'était diffusée parmi les communautés asservies du Sud, devenant une légende inspirant à la fois l'espoir et la prudence. L'espoir, parce qu'elle montrait que la résistance était possible même dans les conditions les plus oppressives. La prudence, parce qu'elle révélait aussi le coût personnel terrible de cette résistance, la manière dont elle pouvait transformer un individu en quelque chose de froid et de calculateur, incapable de participer pleinement à une communauté humaine ordinaire. Dans les années 1960, des enquêteurs médico-légaux, utilisant des techniques récemment développées, examinèrent des échantillons de sol conservés provenant du site où le corps de Rutledge avait été retrouvé. Ils confirmèrent la présence de concentrations inhabituellement élevées de certains alcaloïdes et composés végétaux correspondant aux substances que Caleb avait décrites. La concentration était particulièrement élevée dans la zone centrale où le sang s'était accumulé, et les analyses chimiques indiquèrent que ces composés provenaient bien des plantes mentionnées par Caleb, la phytolaque, la racine de serpent blanc, la digitale et la ciguë aquatique. Ce que nous observons ici, écrivit le docteur James Patterson dans un article de 1967 publié dans Toxicology Today, est essentiellement un empoisonnement du XIXe siècle confirmé par la science médico-légale du XXe siècle. Les méthodes décrites dans le journal de Caleb sont scientifiquement valides. Les substances qu'il a utilisées auraient effectivement produit les effets qu'il décrit. Le calendrier qu'il expose, des mois d'empoisonnement progressif suivis d'une dose finale catastrophique, correspond parfaitement à ce que nous savons de la toxicité cumulative et de l'effondrement cardiovasculaire. Ce n'était ni de la chance, ni une coïncidence. C'était délibéré, maîtrisé et exécuté avec expertise. La dernière référence confirmée à Caleb apparaît dans les registres de recensement canadien de 1891, où un homme correspondant à sa description, noir albinos, âgé d'environ 64 ans, herboriste, célibataire, sans enfant, est mentionné comme vivant seul dans une zone rurale à l'extérieur de Toronto. Le recensement de 1901 ne mentionne plus aucune personne de ce type à cette adresse, ni dans la région environnante, ce qui suggère que Caleb est mort dans les années 1890, comme l'indiquait son journal. Plusieurs chercheurs tentèrent de retrouver sa tombe, mais aucun registre funéraire ne fut trouvé sous le nom de Caleb, ni sous aucun des nombreux alias qu'il avait utilisés. Il semble qu'il soit mort comme il avait vécu la majeure partie de sa vie adulte, anonymement, laissant peu de traces, existant en marge des archives officielles. Les seules traces durables de son existence furaient son journal, les témoignages de ceux qui l'avaient reconnu, et la mort soigneusement documentée de Nathaniel Rutledge le 15 septembre 1851. En 1998, la Société historique du comté de Warren érigea un petit marqueur près du site où se trouvait autrefois la plantation Rutledge. Le monument ne mentionne pas Caleb par son nom ni les circonstances précises de la mort de Rutledge, mais reconnaît la complexité du dossier historique. Sur ces terres se trouvait la plantation Rutledge, site de l'un des incidents les plus controversés de l'histoire du comté de Warren. En septembre 1851, le propriétaire Nathaniel Rutledge mourut dans des circonstances qui demeurent disputées. Les archives officielles attribuent sa mort à des causes naturelles. D'autres récits suggèrent qu'il fut tué par une personne réduite en esclavage, utilisant un savoir sophistiqué sur les toxines végétales. Quelle que soit la vérité, cet incident rappelle que l'histoire de l'esclavage n'est pas simple, que la résistance a pris de nombreuses formes, et que les personnes réduites en esclavage possédaient une intelligence, un savoir et une capacité d'action que le système esclavagiste a tenté, sans jamais y parvenir totalement, de supprimer. Nous nous souvenons de tous ceux qui ont vécu et sont morts ici, oppresseurs comme opprimés, en travaillant à faire en sorte que de tels systèmes d'exploitation humaine ne soient plus jamais permis. Ce marqueur suscita des protestations de la part de certains habitants, qui estimaient qu'il était inapproprié de commémorer ce qu'ils considéraient comme un meurtre, tandis que d'autres saluèrent la reconnaissance de la complexité historique. Le débat se poursuivit pendant des mois dans les journaux locaux, avec des historiens, des militants des droits civiques et des descendants, tant de personnes asservies que de propriétaires d'esclaves, proposant des interprétations concurrentes de l'événement et de sa signification. Mais peut-être que le commentaire le plus révélateur vint de la docteure Angela Freeman, historienne afro-américaine ayant longuement étudié le cas de Caleb. Dans un article de 2003 intitulé « L'éthique de la résistance »,
repenser la violence dans le contexte de l'esclavage, elle écrivit « Nous sommes mal à l'aise avec Caleb, parce que son histoire nous oblige à affronter des questions que nous préférerions éviter. Était-il justifié de tuer Ruthled? Selon les normes juridiques modernes, non. Il s'agit d'un meurtre prémédité. Mais peut-on appliquer ces normes à un système où les personnes réduites en esclavage n'avaient aucun recours légal, aucune protection, aucune reconnaissance en tant qu'êtres humains dotés de droits? Un système où la violence contre elles était non seulement légale mais socialement acceptée, où la brutalité, la séparation des familles et la mort faisaient partie du quotidien? Caleb a choisi la violence, mais il l'a choisie avec soin, méthode, et après avoir épuisé toutes les autres options. Il n'a pas tué au hasard, ni sous l'emprise de la passion. Il a ciblé des individus précis, responsables d'une cruauté exceptionnelle, et incarnant les aspects les plus brutaux du système esclavagiste. Il a utilisé le savoir plutôt que la force physique, la planification plutôt que la rage. Et il a payé un prix terrible pour sa résistance, perdant son humanité tout en préservant sa vie. La véritable question n'est pas de savoir si nous approuvons ce que Caleb a fait, mais ce que son histoire révèle sur la nature de l'oppression et sur celle de la résistance. Les systèmes d'oppression créent des situations dans lesquelles la violence devient l'une des rares formes d'agentivité accessibles aux opprimés. Ils transforment des êtres humains en armes contre leurs oppresseurs et engendrent des complexités morales qui ne peuvent être résolues ni par une simple condamnation, ni par une simple approbation. Caleb n'était ni un héros, ni un criminel. Il était un être humain poussé bien au-delà des limites ordinaires de l'endurance humaine, qui répondit avec une combinaison égale d'intelligence, de courage et de froide détermination. Son histoire devrait nous troubler. Elle devrait nous mettre mal à l'aise et nous pousser à construire des sociétés dans lesquelles de telles mesures désespérées ne sont jamais nécessaires. Des sociétés où chacun a accès à une justice légale, où le savoir est utilisé pour guérir plutôt que pour tuer, et où aucun être humain n'est jamais poussé si loin qu'il doive se vider de son humanité pour survivre. Ce mystère nous montre que les horreurs les plus profondes de l'histoire ne sont pas surnaturelles, mais bien humaines. Des systèmes qui déshumanisent, qui poussent les individus à l'extrême, qui les forcent à choisir entre la soumission et la transformation en quelque chose qu'ils n'avaient jamais voulu devenir. Ils nous montrent que la résistance peut prendre des formes que nous n'aurions jamais imaginées, exercée par des personnes que nous ne reconnaîtrions pas spontanément comme des héros, utilisant des méthodes qui nous mettent profondément mal à l'aise. Ils nous rappellent aussi que les héritages de ces systèmes résonnent à travers les générations, créant des dilemmes moraux qui ne peuvent être ni facilement résolus, ni simplement oubliés. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que Caleb était justifié dans ce qu'il a fait? Ou pensez-vous que ses actes ont franchi une ligne morale qui ne devrait jamais être dépassée, quelles que soient les circonstances? Était-il un combattant de la liberté utilisant les seules armes à sa disposition? Ou un meurtrier qui s'est laissé devenir aussi monstrueux que son oppresseur? De telles situations morales impossibles existent-elles encore aujourd'hui, lorsque des individus sont confrontés au choix entre la soumission à la cruauté et la résistance par la violence? Les champs de coton où Nathaniel Ruthled est mort sont depuis longtemps retournés à l'état sauvage, repris par la même nature qui avait fourni à Caleb les outils de sa résistance. La rivière Yazoo coule toujours à proximité, charriant une eau qui a été témoin de plus d'histoires que n'importe quel être vivant ne pourrait s'en souvenir. Et quelque part dans ce sol, des molécules qui faisaient autrefois partie du sang de Nathaniel Ruthled ont été absorbées par les plantes, les arbres, intégrées au cycle continu de la vie, de la mort et de la transformation. Les personnes qui furent témoins de ce matin de septembre 1851 sont toutes mortes depuis longtemps, mais leurs descendants vivent encore dans le Mississippi et à travers le pays, portant avec eux des récits chuchotés dans les quartiers d'esclaves et transmis de génération en génération. Et dans ces histoires, Caleb demeure non pas comme un fantôme ou un être surnaturel, mais comme quelque chose de peut-être plus dérangeant encore, un homme réel, possédant un savoir réel, ayant fait de véritables choix, et ayant démontré que même dans les circonstances les plus oppressives, les êtres humains conservent une capacité d'action, de planification, de résistance, et d'actes capables de modifier durablement le cours des vies individuelles et de l'histoire collective. Son histoire nous rappelle que les personnes que l'on nous a appris à voir comme des victimes impuissantes ne l'étaient souvent pas du tout.
Elle réfléchissait, planifiait, résistait de manière à la fois visible et invisible, utilisant tous les outils et tous les savoirs dont elle disposait pour survivre, et parfois pour frapper en retour. Elles étaient, en d'autres termes, pleinement humaines, capables d'un courage extraordinaire, d'une intelligence remarquable, d'une patience hors du commun, et oui, lorsqu'elles étaient poussées suffisamment loin, d'une violence extrême. Et c'est peut-être là la leçon la plus dérangeante de toutes. Le système de l'esclavage n'a pas seulement victimisé ceux qui la servissaient, il a transformé certains d'entre eux en personnes capables de tuer de manière calculée et méthodique. L'oppression engendre sa propre résistance, et cette résistance prend parfois des formes que nous pouvons comprendre sans pouvoir les approuver entièrement, que nous pouvons documenter sans pouvoir les célébrer confortablement, que nous devons mémoriser sans pouvoir les intégrer aisément dans des récits simplistes de bien contre le mal. Caleb a vécu, Caleb a tué, Caleb est mort. Voilà les faits que l'on peut établir à partir de journaux, de témoignages et de preuves médico-légales. Tout le reste, savoir s'il était justifié, si ses actes étaient héroïques ou horrifiques, si son histoire doit inspirer ou avertir, demeure à jamais ouvert à l'interprétation, éternellement contestée, nous forçant sans cesse à affronter des questions sur la violence, la résistance et les choix terribles que l'oppression impose à ceux qui refusent de s'y soumettre. Le fantôme blanc du comté de Warren n'était pas un fantôme. C'était un homme nommé Caleb, armé du savoir que sa mère lui avait transmis, mu par les injustices qu'il avait subies, et prêt à payer le prix ultime, non pas la mort, mais la perte de sa propre humanité, pour frapper un système qui cherchait à le détruire. Savoir si cela fait de lui quelqu'un à admirer, quelqu'un à craindre, ou peut-être les deux à la fois, est une question à laquelle chacun doit répondre pour soi-même.